Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de l'After Produit pour un nouvel épisode du Design Corner, l'émission créée par la Tribe UX de Weevoo dédiée au product design. Comme à son habitude et depuis plusieurs émissions maintenant, je suis Alexandre Studer, PM, pour vous servir pour cette émission. Et je reçois aujourd'hui un super guest. J'ai l'honneur de recevoir Benjamin Laforie, qui est Head of Design chez Criteo. C'est un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as été bien accueilli, que tu es bien installé. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci pour l'invitation. L'installation est parfaite. Merci beaucoup. Super. Aujourd'hui, donc, on va parler d'organisation design, de structure design, sujet ô combien important dans nos métiers et dans notre quotidien, pour essayer un petit peu de comprendre comment est-ce que les designers arrivent à mieux collaborer, à atteindre leurs objectifs et surtout à faciliter leur travail grâce à ces organisations-là. Donc on va profiter de ta présence pour parler de tout ça. On va essayer de clarifier des questions que tout le monde se pose. Donc n'hésitez pas dans le chat à réagir et à poser toutes vos questions. Benjamin sera là pour y répondre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va commencer à parler un tout petit peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître. Tu es originaire de la région de Bordeaux. C'est bien Oui, ça. exactement. Tu as commencé ta carrière en tant que graphiste il y a plus de 10 ans maintenant et tu arrives dans le monde de l'UX en 2013 où tu vas évoluer en free pendant quelques années. Exactement. J'imagine que tu as vu des petites, des moyennes organisations. Quels souvenirs marquants tu pourrais avoir de cette période ? Ce que j'ai surtout aimé, c'était la flexibilité, Ouais. bosser avec différents types de clients, petites structures, grosses structures, dans n'importe quel type de verticale, la diversité des choses qu'on peut apprendre à Ouais. travers ces différentes expériences, c'est ce qui a été le plus marquant. Ouais. Tu as appris des belles choses, j'imagine, qui t'a préparé pour la Oui, suite. aussi bien personnellement que professionnellement. Au final, c'est hyper enrichissant de pouvoir discuter avec des gens de leur expérience entrepreneuriale ou des structures qu'ils ont pu être amenés à mettre en place, d'où le sujet d'aujourd'hui. Donc effectivement, ça a été très enrichissant pour énormément de raisons. Ouais. En janvier 2015, tu intègres Criteo en tant que UX and Brand Designer. Et puis c'est en 2017 que tu passes Head of, d'abord France, Mm. puis EMEA, où tu occupes maintenant le poste aujourd'hui. Exactement. Mais tu es également membre de The Product Crew. Oui, si je dis tout pas de récemment. bêtises. Tout Ouais. récemment. J'imagine que tu fais un peu de mentorat sur des sujets design. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Là, ça fait depuis un mois, donc effectivement, l'idée, c'est d'identifier des sujets sur lesquels je peux aider une communauté à avancer sur divers sujets. Donc, ouais. Bon, on est ravis de t'accueillir chez Design Corner puisque ça va être l'objet de notre émission. On va lancer le premier jingle pour rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, jingle. Alors, on va se focus un petit peu sur Criteo. J'aimerais d'abord, pour commencer, que tu nous expliques en quelques mots le métier de Criteo, les spécificités et globalement ce que ça veut dire, Criteo. Très bien, on va essayer de faire très simple parce que de manière générale, comprendre ce que fait Criteo, c'est très compliqué pour la majorité des gens. Ouais. Criteo, c'est la toute première licorne française qui s'est au tout départ lancée dans ce qu'on appelle le retargeting, donc la publicité ciblée. On voit un produit, on le retrouve plus tard. Aujourd'hui, Criteo est une société qui s'est diversifiée dans différents domaines. Aujourd'hui, c'est un leader du commerce média. Comment on définit le commerce média? On va dire qu'on répond à 3 typologies d'objectifs pour 3 typologies de personnes différentes. La première, ça va être des distributeurs, ce qu'on appelle des retailers, comme par exemple des sites comme la Fnac, Carrefour, etc. On va les aider à monétiser leur site et à avoir des revenus supplémentaires. De l'autre côté, il va y avoir des marques ou des agences qui, elles, vont se servir de ces inventaires pour toucher des audiences qu'elles n'auraient peut-être pas pu toucher autrement. Et enfin, il y a les shoppers, c'est nous tous. L'idée, c'est de proposer la meilleure expérience possible pour ses utilisateurs pour aller jusqu'à l'achat. Donc voilà en gros ce que propose Criteo, c'est sur tout l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet ouvert, de proposer une expérience la plus cohérente possible. Donc je suis la Fnac par exemple, j'ai besoin de faire de la promotion sur une certaine gamme de produits, je fais l'appel à Criteo et je peux du coup faire de l'annonce sur d'autres Exactement, il y a 2 typologies de business. Soit la Fnac veut faire ça par elle-même, elle utilise la plateforme, c'est pour ça qu'il y a une identité très plateforme et produit chez Criteo, où la Fnac va se servir de la plateforme pour monétiser son site. Ou alors ça va être les marques où la Fnac rend disponible son inventaire et les marques viennent se connecter à la plateforme pour le faire par elles-mêmes. Voilà, c'est les 2 typologies. Est-ce qu'il y a une notion de produit qui est présent chez Criteo ? Alors, oui, bien entendu, à la base, c'est une
c'est une boîte qui s'illustrait plutôt sur son domaine de R&D. Ouais. Donc, c'est toujours très présent. Maintenant, le produit est nécessaire pour différentes raisons. Déjà, on propose une plateforme. Donc, qui veut proposer une plateforme est obligé d'avoir des organisations propres au produit. Et la notion de produit est importante parce qu'on va proposer des solutions qui vont être internationales pour des sujets qui vont être multilangues, pour des marques qui vont adresser différents marchés, différentes verticales, différentes spécificités. Donc le produit et la manière dont on construit le produit est hyper important chez Criteo. C'est une des notions de base avant de se lancer dans n'importe quelle nouveauté que l'on pourrait lancer. Et donc une question très bête en tant que product, c'est qui votre end user? Le end user, les 3 clients users dont j'ai parlé au départ sont les 3 principaux. Maintenant, le end user sera nous, tout simplement les shoppers qui sont sur Internet et qui naviguent sur n'importe quel site. Si on peut parler de critères de succès, à quel moment vous vous dites que Criteo a bien fait son job par rapport à un annonceur en particulier? Ce serait quoi? J'en citerai 2. Le premier, c'est pour n'importe quel distributeur, c'est de survivre dans un marché qui aujourd'hui se tourne beaucoup sur le social ou des acteurs qui ont quand même, sur lesquels on va tous pour acheter beaucoup de produits. L'idée, c'est que ces acteurs-là survivent. Donc, comment on les aide à monétiser leur site, à avoir un chiffre d'affaires qui provient d'une source complètement différente. Donc ça, c'est un critère de succès. Comment on résout ce genre de problème et comment on aide ces acteurs. L'autre sujet, c'est pour les marques et pour les agences. Comment on les aide à toucher des audiences qui potentiellement ils n'auraient pas touché sans nos solutions et sans l'inventaire qu'on leur propose. Donc aujourd'hui, c'est grâce à la satisfaction de ces clients-là qu'on se rend compte s'ils reviennent, de quelle manière ils utilisent nos outils, sur quelle typologie d'audience aussi et comment le produit évolue et comment on peut les accompagner. C'est clairement le critère de succès. Ouais. Tu es Head of Design. La première question que je me suis posée quand on a pris contact ensemble, c'était c'est quoi faire du design chez Criteo? Tu peux me le résumer un petit peu ça? Ouais, alors ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont quand même assez différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres startups scale-up. C'est bien pour ça que c'est très important de le préciser là, comme ça on aura bien le contexte. Ouais, alors chez Criteo, il y a une centaine de designers qui, elles, ont des rôles complètement différents. Il y a des brand designers qui vont être au marketing, qui vont s'occuper de l'image de marque. Il y a des designers qui vont Quand tu dis image de marque, c'est image de marque pour Criteo ou pour le... Exactement, qui bossent avec le marketing. Donc c'est très clairement le site internet, tout ce qui est la communication externe de Criteo. Ensuite, il va y avoir des designers qui, eux, vont bosser sur les plateformes que Criteo propose. On va avoir des UX, des products, qui, eux, vont bosser spécifiquement sur les outils qu'on crée pour des utilisations internes et externes. Eux sont basés dans une organisation qui est produit. Et enfin, il y a d'autres organisations de designers qui composent bien plus de la moitié de celles dont je viens de parler, qui, elles, sont beaucoup plus proches du business. Celle-ci, dans laquelle je fais partie, en gros, adresse directement les sujets de design auprès des clients. En gros, il va y avoir différentes typologies. Il va y avoir des typologies de designers, des équipes de designers qui, elles, vont être proches des distributeurs dont on parlait tout à l'heure, par exemple la Fnac, pour améliorer leur site, leur expérience et monétiser. Donc voilà. De l'autre côté, il va y avoir plutôt des creative consultants qui vont aider et former des agences et des marques. Donc avec lesquelles vous bossez. Exactement. Et enfin, on entend beaucoup le terme de design ops ces derniers temps. Il faut savoir que moi, j'ai rejoint Criteo il y a bientôt 8 ans. C'est une équipe entière qui existe chez Criteo, qui existait déjà avant. Parce que, étant donné qu'on appelle ça une équipe globale chez nous, c'est designer ops, on appelle ça une équipe globale parce qu'elles servent toutes les équipes locales. Par exemple, moi, ma région, c'est IMIA. Et donc, pour le coup, elles aident toutes les régions à se retrouver sur les stratégies plateformes, sur les besoins spécifiques, et donc elles nous aident là-dedans. IMIA, j'imagine que c'est une problématique de zone géographique? Oui, IMIA, en gros, on a 3 zones dans le monde. Americas, on dit Americas parce que c'est tout le continent américain. Ensuite, on a APAC, qui est toute la région Asie étendue jusqu'à l'Australie. Et IMIA, c'est tout le reste du monde. Donc, c'est l'Europe très étendue qui va jusqu'au continent africain. Ok, très clair. D'ailleurs, sur le Design Hub, j'en profite, on a fait une émission Design Corner dédiée à ce sujet, si vous voulez en savoir un petit peu plus.
Super cadre, je pense qu'on a quelque chose d'assez clair maintenant. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant en plus de la partie organisation que tu as à responsabilité. Décris-moi, avant que tu arrives Head of, alors à voir si tu veux me parler de Head of France ou Head of EMEA en fonction de ce qui est le plus pertinent, mais à quoi ressemblait cette organisation-là quand tu es arrivé? Et en gros, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, mais quels étaient les 3-4 problèmes vraiment majeurs? Je sais qu'il n'y en a pas qu'un, mais voilà, si on peut un peu décrire ça. Ouais. Je vais le faire en 2 temps. Quand je suis arrivé chez Criteo, le travail d'un designer dans les équipes dans lesquelles j'étais, très proche du business, elles étaient vraiment des équipes opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y avait de l'offre, il y avait de la demande des clients pour réaliser des créas, pour lancer des campagnes publicitaires. Nous, on répondait à ce besoin. On est allé beaucoup plus sur du consulting avec le temps. Ça, c'était une première étape que j'ai vécue sur la partie quand j'étais en charge du marché français. Ouais. Quand je suis arrivé sur la partie IMIA pour la partie du business qu'on appelle le retail média aujourd'hui, là, il y avait tout à faire. Okay. Il y avait une équipe de 2 designers. Le contexte était simple. Criteo venait de racheter une société qui était leader en France du retail média. Et l'idée, c'était de construire une équipe design qui allait aider les équipes business, les équipes produits à avancer dans la stratégie. Donc tu pars presque d'une feuille blanche, tu n'as quasiment pas grand monde à disposition. Exactement. Tu dois recruter des profils, les avoir le bon profil au bon endroit. Et qu'est-ce qu'on te dit toi derrière en challenge, à quoi doit répondre cette organisation à ce moment-là du coup? Au départ, quand j'arrive, on me dit qu'on est sur une partie du business qui est en hyper croissance, qu'il va falloir délivrer. Donc on me parle principalement de performance. Il faut délivrer, il faut être très efficace, donc c'est bosser des process, bosser une organisation qui est très efficace pour répondre à des besoins très court terme. Par contre, je me pose très rapidement pour me dire, ok, ça c'est un besoin qui existe aujourd'hui, c'est un besoin qui existera demain, mais comment je me projette et comment je crée une organisation qui, elle, va perdurer dans le temps, même si une organisation n'est jamais vraiment terminée, pour répondre aux différents besoins. Et c'est là où on en vient au challenge pour le coup. C'est ça. Et du coup, est-ce que en fonction du temps et en fonction des résultats que tu obtiens, tu itères cette colonne vertébrale, ou est-ce que de base, tu utilises les frameworks directement et tu te pars de cette base pour continuer? Au départ, je touche à rien pour la simple et bonne raison que, si ça peut être un conseil, en tout cas c'est comme ça que je prends les choses au départ, je prends le temps d'analyser la situation, rencontrer les gens, regarder comment ils travaillent, parce qu'on est en hyper-croissance, l'équipe a quand même des routines, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, je préfère éviter de changer des choses. Bien qu'il n'y ait que deux designers au final dans cette équipe pour l'instant. Exactement, en fait ils étaient 4 quand, au moment où il y a eu la transition, c'était une équipe qui partait, et donc pour le coup, j'avais 2 designers, donc effectivement, changer des habitudes, ça allait peut-être être trop, il fallait que je garde un peu de stabilité. Combien de temps t'as mis pour te dire c'est bon, ma phase d'observation est finie, je peux commencer à attaquer? Ça allait très vite, parce que j'ai commencé, l'avantage d'être en interne, c'est que j'ai commencé à rencontrer des personnes avant pour prendre les besoins et les choses dont ils voulaient que l'équipe fasse en plus. Je dirais que je me suis laissé bien 2 mois où je faisais aussi de l'opérationnel pour les aider, pour adresser le besoin, parce qu'il y avait beaucoup trop de requêtes entrantes. À partir de 2 mois, j'ai commencé à avoir une plus grande vision et j'y suis allé par étapes sur des choses très court-termistes pour petit à petit comprendre mieux l'écosystème et aller sur des sujets plus long terme. Et alors justement, cette vision que tu poses à ce moment-là, c'est quoi? Tu te dis, je veux que mes profils soient intégrés aux équipes directement, je veux qu'il y ait un studio qui soit décorrélé? En fait, quand j'arrive, c'est un peu les mêmes problématiques que j'ai connues. C'est pour ça que c'était intéressant du côté quand je m'occupais du marché France. C'est-à-dire que ils étaient très opérationnels. On savait qu'il y avait des marques et des agences qui voulaient lancer des campagnes, mais ça restait très primaire. C'est-à-dire que c'est comme si, de mon point de vue, cette équipe-là n'avait pas de vraie valeur ajoutée. Demain, les agences se débrouillent par elles-mêmes, on débranche et c'est fini, on n'a plus besoin de cette équipe. L'idée, c'était de se projeter et voir comment cette équipe pouvait avoir de la valeur ajoutée. Parce que des équipes qui bossent au marketing ou des équipes qui bossent sur le produit, elles, fondamentalement, elles font partie de l'organisation et sans elles, il manque une partie du rouage. Dans l'équipe qu'il fallait que je crée, il y avait cette vision qu'il fallait créer. Les équipes, de manière générale, étaient assez convaincues qu'il y avait des choses à faire, mais il fallait les mettre en place. Il manquait d'un leader pour pouvoir faire ça. Elles étaient convaincues qu'il y avait un manquement aussi? Exactement. Elles le ressentaient? Oui. Le premier point, c'était de l'accompagnement face aux clients.
des deux côtés. Marque et agence pour les former sur les spécificités des formats Criteo qui sont quand même pas simples à appréhender. Tout à fait, De l'autre côté, sur l'aspect distributeur, réfléchir sur toute une stratégie d'expérience utilisateur sur un site internet, c'est quelque chose qu'avant, ils ne faisaient pas réellement. C'est-à-dire qu'il y avait des maquettes qui sortaient pour aider, mais ça restait très très simple. Donc il y avait un vrai besoin de skills là-dessus. Et le rôle du produit, il n'était pas déjà d'orienter là-dessus? C'est vraiment avec ton organisation à toi que c'est arrivé, ça? Ouais, en fait, c'est une bonne question parce que en fait, les UX qui bossent sur le produit, elles fournissent à nos clients le produit qu'ils vont utiliser. Donc ils fournissent des fonctionnalités, etc. Ouais. Par contre, nous, on a la connaissance du marché. En fait, ce qu'on fait, c'est les product designers qui sont dans mon équipe, ils vont rencontrer, reprenant notre exemple, la Fnac. Ils vont rencontrer la Fnac, ils vont étudier l'expérience utilisateur des utilisateurs que Fnac connaît. Et nous, on va s'introduire dans le site pour, de manière très native, proposer des formats que les annonceurs pourront utiliser pour avoir de la visibilité. Et à partir de là, nous, on va voir les équipes produits en disant « Ok, on se rend compte que telle verticale, par exemple, la technologie comme vend la Fnac, on n'adresse pas tel genre de besoin sur notre plateforme, donc il faudrait tel genre de feature, etc. » Nous, en fait, on influence la roadmap, on QA les features et on avance sur la plateforme, mais on ne la réalise pas directement. On a une influence, mais on ne la réalise pas directement. Et nous, on enrichit tout ça. On a un gros travail en amont, en fait. Avant que la plateforme n'arrive, on a un gros travail en amont de récolte de besoins et de connaissance du marché. Tu as parlé de product designer, ça veut dire qu'il n'y avait pas spécialement d'UI dédié. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des notions de design system? C'est un peu la question que tout le monde pose quand on parle d'orga, mais est-ce que c'est le cas du coup? Ou est-ce que c'était que le product designer y a beaucoup de choses. Le sujet UX, product, aujourd'hui, comme ils ne sont pas dans les mêmes organisations, déjà, première chose, ils ont besoin de collaborer beaucoup plus. C'était un des challenges que j'avais parce que le produit avançait de son côté. Nous, on adressait des besoins à très court terme et on avait déjà besoin de construire cette roadmap ensemble. Ensemble avec les équipes UX du produit. Ok. Après, tout ce qui est de le côté... je ne vais pas me focus sur cette partie design system, mais c'est toutes les méthodes qu'on a utilisées, tous les sujets qui nous permettent d'être efficaces. Donc ça peut être en partie le design system, mais comment on construit une nouvelle plateforme, comment on aide l'équipe à être plus efficace sur des sujets peut-être plus marketing, des PowerPoint déjà tout prêts sur des études de marché, etc. Tout ça qui rend les équipes plus efficaces, donc de design ops, très clairement. Tout à fait, Ça, on s'est débrouillé nous pendant un temps, ça existe, et ce sont les équipes globales dont je parlais tout à l'heure qui s'en occupent, étant donné que j'avais une équipe sur un tout nouveau business à construire. Pendant les bonnes 2-3 premières années, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Là, aujourd'hui, on commence à avoir une vraie collaboration avec cette équipe globale, parce que cette partie du business a pris une vraie importance, et donc ils nous supportent de plus en plus là-dessus. C'est quoi le genre d'outils, de méthodes dont tu parlais à l'instant, là, que tu as utilisé Alors, les outils, si je dois parler vraiment d'outils qu'utilisent des designers chez Criteo. Alors, on a une chance, si je peux dire, c'est que quand on est dans parce que c'est une grosse machine, Criteo, très clairement. Quand on est dans une machine comme celle-ci, l'avantage, c'est que on a la main pour construire des plateformes nous-mêmes pour des besoins spécifiques. Donc, on utilise beaucoup de plateformes qu'on a construites en interne. Après, on va pas réinventer la roue, des outils comme Figma d'un côté, comme la suite Adobe de l'autre, ces outils-là, on les utilise au quotidien. En termes de méthodos, de process, c'est un sujet dont limite on pourrait parler aussi pendant une heure. Pendant des heures, effectivement. C'est très large, mais... En 2 mots, si tu as des choses... En gros, les process qu'on met en place, c'est principalement ce qui manquait, surtout quand dans une grosse machine comme celle-ci, trouver les bonnes routines et la bonne collaboration. Les process, ils viennent principalement de là. Alors, comment on sait qu'on a trouvé une bonne routine, du coup? Excellente question. Comment on a trouvé une bonne routine? Je pense qu'il faut tester. Tu testes des choses, tu te foires. Bien sûr. Les erreurs font partie de l'apprentissage et on se rend compte de ce qui fonctionne. L'intérêt, c'est d'avoir les bonnes personnes, déjà. Ça, c'est une première base. Établir une routine, c'est déjà voir les bonnes personnes qu'on veut inclure. Ensuite, ce qu'on fait, c'est sur la fréquence et les sujets dont on veut aborder, être sûr qu'il n'y ait pas trop de routines. Trop de routines, d'une certaine manière, tue toutes les routines parce qu'on ne sait plus pourquoi on vient, est-ce que c'est le bon sujet qu'on va apporter, etc. Donc, en gros, il y a identifier les personnes et calibrer la fréquence et l'agenda et les préparer. On voit le succès si la collaboration est plus fluide. Ce que je fais, moi, c'est à peu près tous les quarters ou tous les semestres,
on les repense parce que les équipes grossissent, les interactions changent, et on voit si la fréquence, voire les personnes incluses doivent changer, et ces routines après évoluent. Et toi, en tant que head of, tu donnes la full autonomie aux équipes pour te faire remonter ce qui marche pas, ou tu t'intègres vraiment comme un flic? Non, je connais la réponse, mais comment tu t'y prends, toi? Au départ, parce qu'on a parlé des challenges, au départ, il a fallu que ça demande beaucoup de proactivité. Il a fallu que je m'inclue dans des routines existantes et que je démontre la valeur ajoutée auprès d'équipes qui... Ça se prête à toutes les équipes. Quand on veut venir avec un nouveau projet, on va passer pour celui qui va faire perdre du temps aux autres. Donc déjà, grosse proactivité. Forcément, même si tout le monde va nous dire... Ok, on comprend, on a envie, mais l'envie ne fait pas qu'on passe à l'action. Donc déjà, ça c'est une première chose. Aujourd'hui, de la manière dont ça se passe, il y a beaucoup de transparence dans mon équipe. J'ai beaucoup de chance de l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et en fait, ça fait partie des routines qu'on met en place. Il y a des routines sur lesquelles on parle spécifiquement, où on fait que de la remontée, de la redescente d'informations. Il y a des sujets, des routines sur lesquelles on parle de projets, mais passer du temps sur, ok, est-ce que tu trouves que c'est toujours efficace? Est-ce que les gens que tu rencontres t'apportent toujours des choses? Et inversement, c'est hyper important pour se rendre efficace. Encore une fois, dans une machine aussi grosse, l'efficacité, c'est assez clé. Sinon, on se retrouve vite à perdre des informations. Donc, c'est vraiment important. Rappelle-moi, aujourd'hui, c'est combien de personnes ta team, elle est constituée de combien de designers? Alors, si on parle de tout le business retail média en full-time, parce que forcément, souvent, on a besoin de personnes en plus. En full-time, le business du retail média compte une quinzaine de personnes. Après, forcément, voilà, ça s'ajoute d'autres. Et les personnes avec lesquelles on bosse, si on parle vraiment de la totalité des designers qui sont inclus dans les projets sur lesquels on bosse, on peut compter une bonne cinquantaine de designers. Comment tu t'y es pris pour évangéliser auprès des équipes, par exemple sales, ces nouveaux rôles? Je vais te surprendre, mais ça n'a pas été mon plus gros challenge. C'est vrai? Bizarrement, ça c'est un enseignement à en retirer. Les préjugés qu'on peut avoir souvent sont pas ceux qu'on va retrouver. Moi personnellement, j'ai eu la chance que les équipes business, les équipes commerciales, étaient pas celles les plus dures à convaincre. Pour la simple et bonne raison que, alors potentiellement ça vient du contexte de Criteo, elles sont face à des clients qui ont besoin de comprendre, elles ont besoin d'avoir la main sur la plateforme, et elles ont besoin de nous pour comprendre les formats, pour comprendre les plateformes, pour être formées, voire avoir un vrai accompagnement. Donc en fait, étant donné qu'elles ont déjà assez de choses à assimiler, très clairement, ça faisait partie des premières choses en les rencontrant à ma prise de poste. Ils m'ont dit, on a besoin de gens qui jumpent à des calls et qui nous aident à expliquer. Donc ça les décharge. Donc en fait, elles y voient que du bénéfice tout de suite, quoi. Oui, exactement. Mais ça, c'est la partie un peu émergée. C'est-à-dire qu'on vient nous voir quand il faut éteindre un feu. Après, les sujets plus stratégiques, là par contre, il faut un peu plus se battre. Parce qu'il y a être un sales et être un account stratégie chez Criteo qui gère un client au quotidien. Là par contre, ça a été un peu plus un challenge. Ça s'est très bien passé. Mais ça a été un peu plus un challenge parce que les sales bossent de manière un peu... pas qu'ils ne sont pas organisés, c'est pas ce que je veux dire, mais ça part un peu dans tous les sens. Ça, à la disponibilité d'un client, ça se passe un call, c'est beaucoup à l'improviste. Donc s'inclure dans des agendas comme cela, c'est très compliqué. Donc il a fallu les aider au départ par des outils qu'ils pouvaient avoir à disposition, des vidéos, des PowerPoint, etc. Et après on s'inclut dans des événements beaucoup plus stratégiques. La semaine dernière, il y a eu un événement retail média, Criteo, pour présenter des choses à des clients. On s'inclut à ce genre d'apéro, etc. pour montrer qu'il y a un studio en interne et que les sales aussi se rendent compte de la valeur ajoutée. Donc, de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé, mais effectivement, ça n'a pas été le plus gros challenge, très bizarrement. Bah, tu as eu beaucoup de chance là-dessus, parce que je sais qu'il y a des tas de boîtes, pour l'avoir vécu personnellement, où c'est compliqué de vendre déjà à certains PO le rôle du produit designer. Exactement. Et encore plus. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres profils que les sales, où ça a été un peu plus compliqué? Ou est-ce que en fait tout est... non, ça a coulé de source, quoi. Oui, au final, c'est tout l'inverse. Dans cette expérience, en tout cas la dernière que j'ai connue, c'est avec les équipes plus produits. Ouais, alors justement, c'était ma prochaine question. Comment tu arrives à les faire cohabiter ensemble? Et comme eux étaient déjà un peu implémentés à la base, il y a toujours cette question de la répartition des rôles, qui est plus ou moins claire en fonction des profils et des boîtes. J'imagine que ça a été un de tes challenges d'implémenter un bon duo. Comment tu t'y es pris? Alors, au départ, j'ai demandé beaucoup de visibilité sur ce que faisaient ces profils pour être sûr que les UX designers qui bossaient sur la plateforme n'allaient pas le voir, comme tu l'as dit,
qu'on allait grappiller C'est ça. un peu de leur partie de boulot, quoi. Donc en gros, j'ai demandé de la visibilité sur de la roadmap et ce qu'ils faisaient concrètement, des outils qu'ils utilisaient. Euh, Après, ce que j'ai fait, c'est je leur ai apporté de la connaissance qu'ils n'avaient pas. Mon équipe pouvait aller les voir et leur présenter des retours clients. Un client a utilisé ça, ou tout un marché utilise ça, l'expérience sur le produit ne fonctionne pas parce qu'ils cherchent ce genre de fonctionnalité, par exemple. Donc en fait, tu apportes une vision très user-centrique en fait au final. Ce que je te Exactement. disais tout à l'heure, en fait, c'est ah bah tiens, les users pensent ça, les clients pensent ça, Oui. on le savait pas. En fait c'est hyper étonnant de se dire que les UX ne connaissent pas le client, mais en fait, c'est pas qu'ils ne les connaissent pas, c'est que au départ, eux, ils ont un brief sur plutôt une techno à faire fonctionner Ouais. et des fonctionnalités à mettre ensemble, à imbriquer ensemble. Mhm. C'est pour ça que la collaboration, elle est clé, parce qu'en fait, nous, on apporte une brique supplémentaire. On apporte la brique user-centrique, voire business, en fait. Ouais. Parce que, pareil, les utilisateurs vont être complètement différents. Que je sois une agence et que je veuille activer une audience sur un site en particulier, sur plusieurs sites, Ouais. je vais pas faire les mêmes choses, alors je vais utiliser les mêmes outils et parfois les mêmes fonctionnalités que si je suis le distributeur et que je veux voir comment ça se passe sur mon site. Donc en fait, on leur a apporté beaucoup d'insights, on leur a fait des reviews et des QA de features qui mettaient live, et petit à petit, ils se sont rendus compte et ils nous ont inclus dans des routines. Dans la roadmap, il y a une partie qui s'est créée pour que nous, on puisse aussi regarder en amont et à la fin, avant des lancements, des features. Et donc, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, rien n'est jamais parfait. On est obligé de revoir beaucoup de choses parce que forcément, il y a des nouvelles solutions, etc. En tout cas, ça a été un challenge parce qu'à partir du moment où pour toute une organisation, et pas que les UX, toute une organisation, ils avaient déjà des UX, pourquoi en inclure d'autres? Sachant que pour eux, nous, on avait un autre rôle. Donc ça se passe par beaucoup de temps et trouver ce qui allait servir à ces équipes et pas juste venir en disant t'as besoin de moi. C'est apporter du knowledge. Tu m'as parlé beaucoup du UX qui était déjà implémenté, mais qu'est-ce qu'il en est des product managers ou product owners qui étaient déjà implémentés dans la relation? Oui, en fait on a des équipes donc produits qui elles bossent avec les UX, etc. avec énormément d'équipes, les ingénieurs, R&D, etc. Les product managers, eux, sont spécialisés soit par plateforme et ensuite en dessous les différents product directors qu'il va y avoir, ils vont être par typologie de solution, soit par typologie de feature. Par exemple, il y a une personne qui est dédiée que au sujet créatif. Et donc au final c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est effectivement s'approcher de ce genre de personnes. Elles, ces équipes produits avaient déjà des interactions avec les équipes business, mais étant donné que mon équipe n'existait pas, elles avaient des retours, mais c'était pas les mêmes retours. Et là, on peut revenir au point de est-ce que la légitimité d'une équipe business à faire des vrais retours clients, leur expertise n'est pas la même. Ils apportent des insights très intéressants, pas la même chose. Mais en fait, ça va pas être la même chose. Nous, on connaît un peu plus le métier pour les aider à construire la plateforme. On a plus une vision produit. Et donc, c'est quoi? Tu lances les produits en prod. Toi, tu vas avoir un rôle de regarder les comportements. Tu utilises quoi encore une fois, comme outil là-dessus ce que j'essaie de comprendre, c'est la manière dont vous y preniez pour récolter du feedback. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup par tout simplement le côté humain. Malgré la machine énorme qui est Criteo, on préfère privilégier ce service-là. C'est aussi un axe concurrentiel qu'on a voulu prendre, c'est de se dire ok, on a beaucoup de ressources en interne, on ne veut pas devenir une plateforme qu'on utilise. On a beaucoup d'équipes en interne, donc passer du temps pour récolter du feedback, aller voir des clients, même des marchés qu'on n'adresse pas, c'est aller les voir directement et qu'est-ce qui leur manque pour utiliser nos solutions, et ceux qui les utilisent, plutôt que d'une certaine manière avoir des outils pour traquer les comportements. On est vraiment beaucoup plus sur une démarche de ok, tu veux faire avancer ton business, nous on a des choses dans notre roadmap, qu'est-ce que tu trouves le plus cohérent, voir qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On fonctionne beaucoup comme ça. Qu'importe les équipes, la mienne en premier, quand ils rencontrent les équipes, c'est ce qu'ils font. En amont de la constitution de l'équipe, quand tu cherches les bons profils, donc à savoir quand tu fais du recrutement, comment tu t'y prends pour recruter les bonnes personnes? C'est un peu une question aussi. Mais toi, en tant qu'head of, tu vas regarder quoi? Donc tu vas regarder, j'imagine, la manière de s'adapter à X contexte.
de s'intégrer à une équipe existante. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes, toi? Ouais, alors là pour le coup effectivement c'est propre vraiment à ma manière de recruter. Une chose qui est clé pour moi c'est le fit. Ouais. Je préfère avoir quelqu'un sur lequel je vais le former peut-être beaucoup plus sur Figma ou sur une méthodo ou sur des choses qui certes je le recrute pour faire ce genre de choses mais des choses sur lesquelles grâce à la collaboration qu'il y a dans l'équipe il va pouvoir avancer sur son expertise. Je préfère avoir quelqu'un sur lequel je me rends compte qu'il manque peut-être ce type de caractère, ce type de profil, ou qui va apporter une énergie complètement différente. Donc mes entretiens sont beaucoup plus une discussion qu'une question-réponse. Ça, c'est hyper important. Je le vois aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je suis hyper chanceux de l'équipe que j'ai. Ils collaborent d'eux-mêmes, ils avancent eux-mêmes, ils ont envie de collaborer ensemble, ils se partagent beaucoup de choses. Donc dans la manière de recruter, c'est plutôt une approche, dans un premier temps, de voir si le fit va fonctionner. Ça, c'est ce que je fais moi, mais moi, je suis à la fin du process. Okay. Au tout départ, il y a quelqu'un dans mon équipe, maintenant qu'on a quand même un peu grossi, les team leads, eux, commencent, voient si ça fit, parce qu'il y a forcément des skills à avoir, un minimum de base sur le design. Après, j'inclus les équipes avec lesquelles on va bosser. Ça, c'est clé. Par exemple, les équipes business. J'ai besoin de savoir qu'un sales, par exemple, qui participe à un entretien pour un designer, me dise en feedback, je me vois emmener cette personne en rendez-vous client. Avec lui, et donc, voilà, encore une fois, on en vient au fit. Ouais. Mais pour les product designers, j'inclus quelqu'un du produit qui le challenge différemment, qui va avoir des interactions différentes. Donc, tout est lié au fit dans ma manière de recruter. Et au final, c'est assez clé. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et tout ce qui va être onboarding, du coup, ça en fait partie. Ouais. Une fois qu'il est validé, etc. Tu l'inclus directement dans la nature. Tu fais comment pour le Alors, forcément, au départ, ça a été beaucoup plus rapide pour les personnes qui ont rejoint mon équipe en pleine croissance. Pas qu'on n'y soit plus aujourd'hui, mais ça a été un autre change. Je pense que toute équipe qui grossit vite, les premiers challenges qu'ils vont avoir sur l'onboarding, c'est d'avoir le temps pour documenter. Ouais. Avoir les informations en interne, pouvoir avoir du support, rien qu'à lire en attendant. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec le télétravail, on n'est pas à côté pour dire fais du shadowing, etc. Donc la documentation, elle est clé. Maintenant, il faut trouver le temps de le faire. Donc ça, on a pris le temps aujourd'hui. Maintenant, nous, l'onboarding, pareil, en fait, j'inclus beaucoup de personnes dans l'onboarding pour rencontrer des gens, que chacun se présente sur les interactions. Je ne le fais pas à la place d'une autre équipe ou d'une autre personne. Donc, l'onboarding, on prend le temps de laisser les gens ramp up sur tous les sujets. Malgré l'urgence qu'il peut y avoir sur certains postes, parfois, c'est un choix que j'ai fait. Et l'équipe est totalement OK là-dessus. C'est là où on revient au fit et l'envie de s'entraider. C'est vraiment, OK, je sais que c'est compliqué, maintenant la personne elle est là, c'est qu'une question de temps, je préfère la laisser ramp up tranquillement. Et petit à petit, elle va venir dedans. Donc, dans un premier temps, ça décharge l'équipe, mais elle a un droit de regard sur ce que fait la nouvelle personne. Et petit à petit, elle devient autonome et ça roule. Mais on prend le temps. Tu parlais des problématiques de documentation qui sont effectivement extrêmement clés, que ce soit sur l'onboarding, mais tout au long de la vie d'un product ou même de quelqu'un d'autre. T'as quoi comme conseil, toi, à donner sur ce sujet-là en particulier? Parce qu'en fait, on n'a jamais le temps de le faire. Ouais. Voilà. Et du coup... je pense qu'on soit dans n'importe quel type d'organisation, on dit tout le temps, j'ai pas le temps. Tout à fait. Bizarrement, alors ça, c'est en prenant du recul sur la situation, c'est beaucoup plus compliqué de maintenir une documentation que de la créer au départ. Donc déjà, un conseil, c'est définir clairement des ownership en fonction des sujets. Que ce soit pas la portée, dans le sens où qu'il y ait des ownership très identifiés. Oui. Parce que sinon, tu as 10 mecs qui font toute la doc et ça devient n'importe quoi et surtout, elle n'est pas maintenue, quoi. Ouais, on en revient au sujet de routine. Okay. C'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu dans d'autres organisations ou dans d'autres expériences, très vite, quand tout le monde est dessus, personne n'est dessus. Et inversement, c'est pareil, quand quelqu'un veut y être en solo, il va essayer de récolter l'information. Donc au départ, ça a été de collecter tous les types de besoins et toute la connaissance qu'on voulait avoir. On a bossé une architecture qui pouvait évoluer, mais on a bossé une architecture. Et à partir de là, on a décidé des ownership en fonction des sujets qui étaient totalement liés à leur appétence en fonction de leurs compétences, de relations qu'ils pouvaient avoir des clients ou avec le produit, etc. Et chacun est en charge de mettre à jour ce genre de page, ce qui permet dans certaines routines de dire « Ok, sache que j'ai mis à jour cette page-là avec telle documentation, etc. » Et ça fait partie de leur objectif quotidien, en quarter, etc., de maintenir cette documentation. Ça permet d'être sûr qu'elle ne vient pas obsolète.
très clairement, à la vitesse dont peut grossir une structure, si chacun crée une page, c'est bien. Le problème, c'est qu'après, on ne sait plus laquelle version est la bonne. Donc, c'est pour ça que se dire tout va être à tel endroit. Par contre, on connaît les ownerships. Ça, c'est assez clé et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne, ouais, c'est ma question. Aujourd'hui, ça marche bien, ça Au départ, il faut mettre un suivi parce que c'est quelque chose de nouveau pour les équipes à faire. Et pareil, ils sont dans leur routine. Donc, comme nous, on n'avait pas le temps, ils n'ont pas le temps non plus. Maintenant, ça passe par montrer l'exemple. Quand moi, j'ai quelqu'un qui rejoint l'équipe, je suis en charge de la homepage de cette documentation, je mets à jour l'organigramme, les rôles, etc. Il faut être moteur, c'est comme dans tout, de la proactivité, le fait de montrer l'exemple fait que l'équipe voit l'intérêt derrière, et je demande aux équipes aussi de remonter rapidement, de se dire est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose au moment où on identifie qu'il y avait des problèmes, est-ce que ça aurait pas pu être résolu avec la documentation qui n'était peut-être pas à jour. Donc dans les routines, ça fait aussi partie des choses dont on parle. C'est ok, j'ai eu un souci cette semaine ou j'ai eu un souci ce matin et c'est lié au fait que j'ai pas trouvé l'information. Je l'ai eu, par contre, ce serait bien de le mettre à jour. Et c'est tous les combien qu'il faut se pencher là-dessus? C'est toutes les semaines, tous les mois Parce que quand on dit fais-le quand tu as le temps ou quand tu peux, c'est là où tu te plantes en fait. Je pense que ça c'est propre à chaque organisation d'établir un peu des checkpoints à lesquels on demande aux équipes est-ce que vous avez bien mis à jour, est-ce que vous pensez que vous avez mis à jour. Déjà la première chose c'est la confiance, parce que même rien que si j'avais à faire ça, c'est la discrétion de chacun de dire oui j'ai mis à jour, c'est vrai, c'est pas vrai. Tu veux peut-être tamponner par quelqu'un d'ailleurs Non, en l'occurrence, en tout cas aujourd'hui, ça se passe plutôt bien parce que chacun a pris ses responsabilités et le fait de manière normale, voir si on se rend compte qu'il manquait quelque chose, c'est en mode ah oui effectivement, tiens, en fait ce truc-là a changé hier, j'ai pas pensé à le mettre à jour directement, je m'en occupe dans la journée. On n'a pas été confronté probablement à assez de problèmes, heureusement dans un sens, pour repenser ce genre de routine. Aujourd'hui c'est juste chacun connaît ses priorités, chacun connaît ses responsabilités sur cette documentation, donc à partir de là, tant qu'on ne pareil, on est sur les sujets de trop de routine, tue la routine. Tant qu'on n'est pas confronté à trop de problèmes, on ne le fait pas. On va essayer de maintenant discuter de choses un peu plus haut niveau par rapport à Criteo. J'aimerais beaucoup avoir ton feedback sur des questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, demain, un head-off est recruté ou mis en place dans une organisation, même petite ou grande d'ailleurs. Quelles sont les questions qu'elles doivent se poser? Tu as un peu répondu à ça pour ton contexte à toi chez Criteo. Est-ce que tu peux me décrire ou me lister des choses qu'il faut absolument se penser, une to-do list à avoir quand on veut construire ça? Bien sûr. La première chose, je vais essayer d'y aller de manière chronologique, ce sera beaucoup plus simple. La première chose, c'est comme je l'ai dit, de prendre le temps de connaître son écosystème. Et dans un premier temps, c'est l'équipe design. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? À quels besoins elle répond? Une fois qu'on a compris quel était son quotidien et à quoi elle répond, essayer de voir au niveau des skills, est-ce qu'elle a tous les skills qui correspondent aux besoins, aux demandes entrantes. Donc je regarde les skills qu'il y a et les skills manquants. À partir de là, déjà, c'est lié à notre sujet de recrutement. Je sais les sujets qu'il va falloir que j'adresse. Une fois que j'ai une meilleure connaissance de mon effectif et de mon organisation, entre guillemets, telle qu'elle fonctionne, je rencontre les autres équipes. Je rencontre les autres équipes, pareil, pour connaître aussi bien leur mission, leurs objectifs, pour m'inclure dans les mêmes, peut-être, typologies de roadmap, la manière de fonctionner, mais connaître leur organisation. Si je veux que les autres équipes collaborent avec la mienne, il faut potentiellement qu'on ait une organisation peut-être similaire. Est-ce qu'elle est régionale? Est-ce qu'elle est par produit, etc. Donc, la deuxième chose, une fois qu'on connaît bien son équipe, c'est connaître les autres, identifier les gens avec qui on va interagir. À partir de là, je dirais qu'on construit des routines avec ces personnes. Comme on l'a dit plusieurs fois, ça passe par beaucoup de proactivité, mais on construit des routines avec eux, on leur démontre la valeur ajoutée, ça passe par se mettre dans leur prisme. Si je veux voir une équipe produit ou si je veux voir une équipe commerciale, ou qu'importe, dans n'importe quel contexte dont chacun peut se retrouver, ne pas vendre les choses telles qu'on les pense de son prisme de designer, parce qu'on ne va pas être compris. Si je veux voir une équipe commerciale, je vais lui dire ok, aujourd'hui ce que je te propose, si tu inclus les designers, ça va te faire gagner du temps, tu vas faire moins de calls, parce que mes designers seront capables de t'aider sur cette partie-là. Pour signer un client, ou qu'ils spendent peut-être plus d'argent sur les campagnes,
tu vas avoir besoin qu'ils évangélisent les formats, qu'ils vendent des formats, etc. Donc en fait, je me mets dans le prisme de ces personnes-là. Et après, on a des routines, ça fonctionne bien, ça s'inclut dans le temps. On va dire qu'à partir de ce moment-là, on a une bonne vision de tout. Je peux commencer à structurer mon équipe par rapport aux besoins. Et quand tu te retrouves face à des organisations classiques produits type Impact Team, Feature Team, Component Team, tu te poses les mêmes questions, j'imagine, de toute façon. Et après, tu t'adaptes en fonction de... Ouais, exactement. Aujourd'hui, on est... Alors, les équipes avec lesquelles on travaille dans une organisation opérationnelle et business, comme je l'ai dit, il va y avoir des équipes tech, des équipes d'analytics, des équipes de designers, pour n'en citer que 3. Ouais. Les autres équipes sont régionalisées. Elles répondent à des besoins business par pays ou par marché. Aujourd'hui, l'équipe de mon équipe est plutôt par, on va dire, par compétence et par besoin. J'ai regardé les types de missions qu'ils allaient avoir à faire. Je les ai séparés en 3. La première chose, c'est des besoins des demandes très court terme. C'est-à-dire lancer une campagne, ça arrive le lundi, potentiellement il faut le lancer le mercredi. Ok, j'ai besoin de personnes qui sont efficaces et qui peuvent faire du consulting pour appeler des clients et donc à l'aise face aux clients. De l'autre côté, j'identifie un besoin plutôt long terme pour adresser les besoins de distributeurs. J'ai besoin d'UX pour bosser sur la plateforme avec le produit. J'ai besoin de gens qui maîtrisent, qui savent comprendre une expérience utilisateur et qui savent en créer. Et de l'autre côté, besoin d'innovation, de collaborer de manière générale. Et c'est comme ça en fait que je construis petit à petit, que ce soit mon organisation et les collaborations qu'il y a. Mais alors à t'entendre, j'ai l'impression que tu as l'organisation parfaite. Quelle erreur, enfin, quelle chose t'aurais fait différemment, en fait? Ça, c'est une grande question de se poser les choses qu'on aurait fait différemment. Parce que ça m'a l'air de relativement bien fonctionner. T'as trouvé quand même une recette qui marche assez bien. Ouais. Donc... Alors, la recette marche bien, pas parce que je connais la recette, mais parce que c'est une construction qui se fait aussi avec les équipes. L'équipe que j'ai recrutée et les équipes en interne. Ça, c'est la première chose. C'est comment on collabore tous ensemble. Donc, la recette fonctionne si tout le monde a envie de participer à construire cette recette et à faire le plat ensemble, très clairement. Les choses que j'aurais... Alors déjà, très clairement, je pars du principe que je regrette rien, sinon j'aurais pas le fonctionnement que j'ai aujourd'hui. Par contre, si je peux donner un conseil, quelque chose que j'aurais peut-être fait différemment pour gagner un peu de temps, c'est de pas attendre après les autres. Je pense qu'on a tous tendance à se dire, on envoie un email et on donne une deadline, on se donne du temps à se dire, ok, on va le relancer à tel moment. On se met dans son agenda quel moment on va relancer la personne, parce que même si elle a envie de collaborer avec nous, on s'inclut peut-être pas assez dans son agenda. Et donc, parfois, on perd du temps là-dedans. Et on crée une distance sans le vouloir, du coup, c'est ça ? Exactement. Okay. Et aujourd'hui, en plus de ça, avec le télétravail, ça peut être encore plus une problématique. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui a été un très gros problème, encore une fois. Par contre, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je fais attention et j'en parle à mon équipe, c'est de faire attention qu'il y ait des bonnes next steps, lesquelles on inclut bien les personnes, et inclure bien les personnes, c'est lié à construire une bonne organisation, c'est comment on s'inclut dans le prisme et la manière de penser d'une autre équipe pour qu'elle nous aide au plus vite. On a assez peu parlé de phase de discovery qui est censée être vachement l'idée, enfin on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je suis en train de me dire, est-ce que dans votre contexte vous avez une sorte de pression à livrer vite parce qu'il y a une demande client qui est forte et qui est en fait un des cœurs du business de Criteo. Du coup, ces phases de discovery là qui sont censées être l'idée par les product designers, vous arrivez à les leader, à les mettre en place et surtout à en faire quelque chose? Oui, parce qu'en fait il y a deux sujets de delivery chez Criteo. La première, il y a la delivery de manière très efficacité pour lancer des campagnes ou pour répondre à un besoin entrant de demande, je veux lancer un nouveau distributeur ou je veux lancer une campagne pour une marque. Ça, c'est de l'efficacité, de la delivery de manière c'est les process qui vont résoudre, des process et les outils qui vont résoudre ces problèmes-là. Après, il y a la delivery d'un point de vue plus product et c'est là où effectivement les challenges sont pas les mêmes. Donc, je suis beaucoup plus autonome sur le scope qui, de toute façon, est le mien sur cette partie beaucoup plus client pour rendre mes équipes efficaces. Après, sur cette partie plus produit de delivery, on contribue à la delivery comme maintenant on QA et on participe au bon fonctionnement de cette roadmap. Maintenant, on a moins la main dessus. En tout cas, les équipes sur lesquelles je bosse, on a moins la main dessus. Mais effectivement, la delivery... On connaît tous ces sujets on a une roadmap, on sait très bien que en fait, quand quelque chose est livré pour la fin d'année, en fait, elle sera livrée pour le début de l'année d'après. Donc, c'est comment on fait en sorte qu'effectivement ce décalage se réduise de plus en plus.
Ça se fait au quotidien, c'est jamais vraiment terminé. Oui, bien sûr, ouais. Mais vous, en tant qu'équipe, vous arrivez à faire comprendre à vos clients que une campagne, ça se déclenche pas dans une semaine et que on a un travail à faire en amont. Ouais, ça se passe par beaucoup de discussions. C'est toujours pareil, il y a les clients qu'on a en interne, sur lesquels on veut collaborer mieux, et les clients externes, donc qui sont nos vrais clients. On leur explique que s'ils veulent des choses de qualité, parfois il faut attendre du temps. Faut attendre, tout simplement, pardon. En fait, on explique aussi les délais nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prioriser, mais on a un système, et ça fait partie aussi des choses à mettre en place dans une équipe qui grossit très vite. Quand on a beaucoup de demandes, on traite aussi les demandes dans des périodes très chargées par le budget que va avoir un client, voire la typologie de ce client-là, potentiellement la réactivité. Je fonctionne en deux points pour traiter une demande. Il y a le temps de réponse. J'ai bien pris en considération ta demande, je vais revenir vers toi dans tel temps. Donc ça, ce temps-là, c'est un des critères de succès de ton organisation, parce que plus c'est traité rapidement, plus tu dis « Ah ouais, là j'ai gagné ». Exactement. Ouais. Et le deuxième critère, c'est celui de la delivery totale, en fait, du projet. Donc en fait, je communique par exemple pour un client plus petit, je lui dis, voilà, le temps de réponse sera par exemple de 3 jours, et le temps de delivery de tout le projet, si tout se passe bien, ça en sera 8. Et inversement, plus tu es un gros client, plus ton temps de réactivité de delivery, parce que l'implication des designers va pas être la même et la priorité va pas être la même. Et ça, aujourd'hui, on le traque, on a des outils, on fonctionne avec Jira, on a des outils pour voir là où ça penche. Ouais. Et où est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce que c'est sur la collaboration avec certaines équipes? Est-ce qu'on a mal expliqué quelque chose à un client? Est-ce que en fait, le process n'est pas adapté sur certains points? Donc, et ça, fois, effectivement, c'est clé. Ouais. C'est rôle un peu de design ops, voire Scrum Master pour aider un petit peu à l'analyse du lifetime value d'une demande. Oui, alors d'une certaine manière, une réponse que j'aime pas trop en général, mais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'organisation dans laquelle on fonctionne chez Criteo, oui. Je sais comment je vais répondre à cette question. En gros, ça, c'est propre à comment je rends mon équipe efficace personnellement sur mon marché par rapport au process qu'on a en place et aux clients qu'on a en direct. Okay. Mes clients en direct ont besoin d'une efficacité sur laquelle je vais les rendre. Je vais rendre des choses hyper vite. Ouais. Par contre, ces équipes donc, de design ops, plutôt qu'on appelle les équipes globales chez Criteo, elles, ce qu'elles font, c'est elles vont regarder si par contre là nos outils sont efficaces. Donc en fait c'est totalement différent. Potentiellement je vais leur dire ok, le fonctionnement de Jira ou ces process-là, il faudrait les améliorer, mais ça répondra à un besoin plutôt global. Moi je suis un marché plutôt local et donc effectivement c'est à ma charge d'une certaine manière de rendre mon équipe plus efficace. Par contre après je vois forcément les autres head-off d'autres marchés s'ils rencontrent les mêmes problématiques, parce que là aussi c'est partie des routines qu'on a. Là on demande aux équipes plus globales, donc aux équipes Ops, Design Ops, elles de mettre des choses en place pour nous rendre plus efficaces, effectivement. Donc ça va dépendre vraiment en fonction des sujets qui va résoudre ce problème. Ouais. Est-ce que tu as à conseiller une bibliographie particulière des auteurs qui seraient hyper inspirants pour essayer de comprendre la manière dont on construit les organisations design et tous ces sujets? Est-ce que toi tu suis des gens, tu as des bouquins à conseiller peut-être? Alors déjà, moi je consomme beaucoup plutôt de podcasts, mais pas spécialement sur le design en fait. J'écoute beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat de manière générale. Tout à fait. T'en as des bons à conseiller peut-être? L'after produit déjà, très clairement. Je regarde beaucoup, alors pas spécialement sur, il y en a sur Twitch, beaucoup de consommation de podcasts, principalement parce que ça s'écoute plutôt plus facilement. Il y a des équipes comme par exemple Génération Do It Yourself, voilà, c'est partie des tops. Forcément, mais de cette veine-là, j'en écoute plusieurs. Par contre, pour répondre à ton point par rapport aux bouquins, je lis beaucoup plus de bouquins sur des sujets qui sont liés au fit. Parce qu'en fait, je suis plutôt partisan de dire qu'une organisation, elle fonctionne en fonction de son contexte. Elle fonctionne en fonction des personnes avec lesquelles on bosse. On voit effectivement qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'on peut appliquer, mais si nous-mêmes on n'y croit pas ou que les équipes ne sont pas faites pour bosser dans ce genre d'organisation, ça va pas fonctionner. On peut pas forcer les choses. Donc je vais beaucoup plus lire des bouquins comme dernièrement, je me souviendrai plus de l'auteur, mais le bouquin s'appelle tout simplement, c'est un bouquin français, s'appelle Dream Team,
qui parle du recrutement, qui parle de fidéliser une équipe, de l'engager, et surtout le bouquin a été mis à jour pour parler surtout d'aujourd'hui, du travail à distance. C'est un très très bon livre qui parle d'engager une équipe. Celui-là, je le recommanderais très clairement. Ouais. Donc ok, tu conseillerais plutôt de t'intéresser aux interactions entre les gens plus qu'aux structures en elles-mêmes, puisqu'elles varient trop en fonction des entreprises et oui, des je pense que il faut être curieux de voir ce qui fonctionne, mais de ne pas s'arrêter aux organisations design. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, comme je l'ai dit, on regarde comment fonctionnent les équipes produits, les équipes d'ingénieurs ou les équipes business. Et si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on ait le même type de fonctionnement et d'organisation. Donc en fait, il faut s'inspirer de tout. Je pense que ça, c'est hyper important de prendre de la hauteur sur les sujets et pas de regarder que ce qui marche en design. Je reviens sur une question, on arrive bientôt à la fin du live. Il y a une question que je t'ai pas du tout posée, qui est assez fondamentale pour comprendre le business de Criteo également. C'est qu'est-ce qui a changé avec toutes les normes RGPD qui sont arrivées en 2017-2018 ? Oui. Ça, à mon avis, tu vas me le confirmer, mais bousculé drastiquement votre business, donc la manière dont vous bossez. Est-ce que tu peux me dire 2 mots là-dessus ? Ouais, bien sûr. Alors, ça a changé des choses sans les changer. Premièrement, parce que Criteo, et effectivement, c'est pour ça que c'est bien de parler de ce que fait Criteo. Quand on pense à Criteo et quand on parle de publicité en ligne, on pense à tout ce qui est intrusif. C'est ça, c'est pour ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, si on se renseigne sur les acteurs qui font de la pub intrusive ou pas, etc., et de la typologie de business, Criteo fait quelque chose qui est totalement différent. Pour répondre à ta question, je vais reprendre notre exemple de la Fnac. Ouais. En fait, la Fnac vient nous voir pour avoir un revenu supplémentaire. Il a un catalogue de produits, il a des utilisateurs, mais il veut optimiser son site, il va avoir un revenu supplémentaire, donc il veut monétiser son site. Il fait appel à Criteo. La différence qu'il y a, c'est que avant, on collectait la data, on avait quelque chose qui était sur tous les formats où on pouvait demander à ne plus être suivi sur n'importe quel site, etc. Par contre, aujourd'hui, ça a été de comment on pouvait expliquer à tous les sites le meilleur fonctionnement pour juste ajouter tout simplement une petite notification de faut accepter ce consentement et pourquoi. Et on a fait il y a eu des études, plusieurs, dont une qu'on a menée, je ne saurais plus dire exactement les chiffres, mais en gros c'était pour voir, surtout avec les soucis de cookie-less aujourd'hui, etc., de traquage sur Internet, c'est de se poser la question de ok, on pense que la pub et de la manière dont on la voit, elle est intrusive. Malgré ça, normalement, les acteurs sont censés proposer de la publicité qui est ciblée. Quid de se poser la question inverse, qu'est-ce que ça donne si la publicité n'est plus ciblée ? Parce qu'en fait, on ne peut pas l'arrêter. Ouais. La publicité fait que l'Internet reste gratuit aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Donc comment on fait ça ? Et en fait, en mettant de la publicité non ciblée, on se rend compte que les gens qui les suppriment ou qui cliquent dessus pour se plaindre, etc., il y en a eu beaucoup plus. Parce qu'en fait, regarder une paire de Nike sur un site et se le retrouver plus tard, on va s'en rendre compte. Ouais. Par contre, on connaît la marque. Ouais. Est-ce qu'on va le voir comme très intrusif ? Pas spécialement, parce que ça fait partie déjà des choses qu'on a en tête, des choses qu'on aime, des choses qu'on voit. Ouais. On n'est pas obligé de cliquer. Par contre, ça fait déjà partie des choses qu'on est amené à voir et qui ne nous dérangent pas. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement que la publicité ciblée aidait à un confort sur Internet, qu'on clique sur les publicités, qu'on s'en... ou pas. Et donc aujourd'hui, ça a plutôt été une problématique d'expliquer au marché et d'expliquer au site que c'était quelque chose d'hyper important. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce confort-là fait que l'utilisateur final perd l'attention, donc perte de performance. C'est ça que tu veux dire ? In fine, oui. Okay. In fine, oui, parce que si en fait les publicités ne sont plus ciblées, si par exemple je te propose que des appartements à acheter, alors qu'en fait, soit tu as déjà acheté un appartement ou alors tu n'es pas du tout intéressé par acheter un appartement. Et je veux des maisons. Tu vas te dire, c'est pas possible, mais en fait, cette marque, elle me harcèle. Et en fait, c'est l'image de marque que tu mets derrière. C'est même pas Criteo, mais ça va être les marques qui, elles, ne vont plus vouloir, en fait, déjà, elles, diffuser. Et après, les éditeurs qui, eux, proposent des emplacements pour survivre, eux vont dire en fait non, c'est plus du tout cohérent, j'ai des plaintes, c'est voilà. Et en fait on repense le business différemment. On fait beaucoup plus de contextual aujourd'hui. Si on pense pas à l'intérieur des sites, mais plutôt sur des sites par exemple de news. Si par exemple effectivement c'est la Fashion Week, tu regardes un article sur la Fashion Week, c'est beaucoup plus cohérent de te proposer des publicités de fringues. Et ça paraîtra beaucoup moins intrusif parce que tu es dans le contexte. Donc en fait, Criteo a plutôt pris un pivot de se dire ok, comment je repense l'expérience, encore une fois, utilisateur pour qu'elle soit cohérente.
on pourra pas s'en empêcher, les gens verront toujours la publicité comme quelque chose d'intrusif. Ok. Maintenant, c'est ce qui permet aujourd'hui à ce que beaucoup d'acteurs survivent, donc on trouvera des moyens à ce que ce soit cohérent. Et ce sera un peu le mot de la fin, mais comment t'imagines, sans trop vraiment parler de Criteo, mais la publicité sur Internet dans 10-15 ans, tu l'imagines comment, toi? Je pense qu'il faut, si on pense très loin, je pense que les sujets comme le Web3, le métavers, etc. vont être des vrais sujets. Ouais. Parce que les utilisateurs vont... Avant, on disait, ok, personne ne voulait acheter sur Internet. Maintenant, c'est devenu une norme. Après, c'est pareil, c'est utiliser son téléphone pour acheter. Maintenant, son téléphone, c'est normal. Tout à fait. Ouais. Après, ça a été, ok, bah en fait, sur le social media, sur Instagram, sur Facebook, des choses deviennent complètement naturelles. Je pense que la prochaine étape, une des plus grosses étapes, en tout cas si on pense très très loin, et si je lis le design là-dedans, c'est comment on s'inclut dans des univers, dans des jeux vidéo, etc., dans lesquels les marques, elles aussi, vont pouvoir vendre. Si je reprends mon exemple de Nike, pourquoi ne pas être inclus dans un jeu dans lequel j'ai mon personnage et j'ai envie de ma paire de Nike? Comment Nike peut pas tirer encore une fois du business supplémentaire? Je pense que ça peut être un vrai levier de publicité pour les images de marque. Ça a déjà d'ailleurs un peu commencé, mais effectivement... Exactement. Mais aujourd'hui, tout le monde forcément est un peu frileux là-dedans. Ça fait partie des sujets que Criteo aujourd'hui, on réfléchit en interne, de savoir quel est le futur très lointain pour être toujours un des pionniers là-dedans. Très belle perspective tout ça. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas l'impression. Je suis très étonné, mais... En tout cas, moi, j'avais mes quelques questions qui n'étaient pas dans ma trame de base que je t'ai posée. Écoute, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir s'en arrêter là. C'était un petit message à faire passer avant de... Non. si, bah, qu'on soit manager d'une équipe, etc. Encore une fois, comme on l'a dit, privilégier le fit des équipes. On parle beaucoup aujourd'hui de culture, etc., d'entreprise. C'est très compliqué à mettre en place, mais privilégier le fit et la motivation des gens, je pense que c'est assez clé. Les gens seront épanouis de manière générale. Eh ben, je pense que ce sera quelque chose à retenir. C'en est fini pour ce live. S'il n'y a pas de questions en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de suivre la chaîne Twitch de l'After Produit et à très bientôt pour un nouveau Design Corner. Salut!